Bonjour à tous et bienvenue sur les fameux Gamers du 66. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière car nous n'allons pas faire de jeu, ni de fable, ni d'expérience, mais nous allons faire un cours de biotechnologie. Alors aujourd'hui de quoi nous allons parler? Nous allons parler de l'identification bactérienne. Alors qu'est-ce que c'est que l'identification bactérienne? L'identification bactérienne a pour but de déterminer quelle bactérie a été contaminée. Donc déjà, en introduction, il faut savoir que les micro-organismes sont omniprésents. Ils sont partout. Ils sont dans l'air, sur la mer, ou dans l'eau, sur la terre. Vous remarquerez donc mon art du dessin, et sur le corps humain. D'accord? Alors, pourquoi on cherche à identifier une identification bactérienne? On cherche à identifier pour mettre en évidence des infections ou des contaminations et pour respecter des normes d'hygiène. Alors, l'identification, comment on la fait? L'identification du bactérie dépend de ses caractéristiques morphologiques. Donc, pour faire une identification bactérienne, cela dépend de ses caractéristiques morphologiques, d'accord? Donc, qu'est-ce que sont que ces caractéristiques morphologiques? De quelles caractéristiques morphologiques on parle? Alors, il y a plusieurs caractéristiques morphologiques dont on peut parler. La première caractéristique morphologique qu'on peut parler, c'est la forme. La forme est une caractéristique morphologique. On verra quelle forme elles peuvent avoir. Leur mode de groupement. Donc leur mode de groupement peut être aussi une caractéristique morphologique. Dans leur forme, leur mode de groupement. Leur taille aussi. Leur taille est une caractéristique morphologique. Il y a aussi leur mobilité, si elle bouge ou pas. Leur mobilité est très importante. Et avec quoi elles bougent, les bactéries? Je vous laisse répondre en commentaire si vous savez avec quoi elles bougent. Il y a aussi le résultat de la coloration de Gram. On verra ce que c'est qu'une coloration de Gram. D'accord? Et pour finir, le test enzymatique. Le test enzymatique, d'accord? Le test enzymatique est aussi un test très important à faire. Donc je répète, les bactéries sont omniprésentes partout, dans l'air, dans l'eau, dans le corps humain et sur la terre. On étudie leur caractère morphologique, d'accord? On étudie leur forme, leur mobilité, le mode de groupement, la taille, le test enzymatique et la coloration de Gram. Pour cela, on effectue des observations microscopiques. Qu'est-ce que sont que des observations microscopiques? Eh bien, les trucs microscopiques sont tout simplement, qu'est-ce qu'on utilise pour voir ces choses-là? On utilise un microscope. D'accord? Qu'est-ce que c'est qu'un microscope? C'est une sorte de grande loupe. Je vais vous essayer de la dessiner. C'est une sorte de grande loupe où on peut visualiser des choses très très petites. Voilà. D'accord? Voilà ce que c'est un microscope. Donc on peut voir les trucs au microscope. Voilà, il faut que je vous parle de deux types d'observations microscopiques. Il y a l'état frais. D'abord, l'état frais et attendez,
l'état frais et le frottis coloré. Frottis qui prend 2T. Alors le frottis coloré, c'est aussi le gramme. D'accord? Ça s'appelle le gramme aussi. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre l'état frais et le frottis coloré? Qu'est-ce que c'est sa différence? Eh bien, l'état frais, il faut savoir que les bactéries observées, donc on parle bien de bactéries, sont vivantes. D'accord? Donc on peut voir leur mobilité. D'accord? On peut voir leur mobilité. D'accord? Les bactéries sont vivantes, donc on peut voir leur mobilité. Alors que dans un frottis coloré, les bactéries sont mortes. Ok? Les bactéries sont mortes. Donc on ne peut pas voir si elles bougent ou pas. Donc c'est exemple la technique de coloration de Gram, comme j'ai dit là. D'accord? La coloration de Gram, comme je dis là. Donc la coloration de Gram, les bactéries sont mortes. Alors que les bactéries dans l'état frais sont vivantes et on peut étudier leur mobilité. Voilà la différence entre un état frais et un frottis coloré. À partir de cet ensemble de résultats qu'on a trouvé, on peut former quelque chose qui s'appelle un arbre dichiométrique. Enfin, je vais vous l'écrire. Un arbre dichotomique. Un arbre dichotomique. Qu'est-ce que c'est qu'un arbre dichotomique? C'est un arbre qui permet de recenser tous les résultats qu'on a trouvés. D'accord? Donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail. En commençant par la forme et le mode de groupement. Quelle forme on peut avoir et quel mode de groupement on peut avoir? Alors, on va faire ça. Alors, quel mode de groupement et forme on peut avoir? Déjà, on peut avoir deux types de formes. On peut avoir cette forme et cette forme. D'accord? La première, comment elle s'appelle? La première s'appelle un coccyx. D'accord? Coccyx. Et la deuxième, comment elle s'appelle? Elle s'appelle un bacille. Voilà. Donc là, vous avez vu les différentes formes. Coccyx, bacille. Ok? Alors maintenant, chaque coque ou bacille, pardon. Coque ou... ah non, pardon, je me suis trompé. C'est coque, pardon, c'est une coque. C'est pas coccyx, c'est coque. Pardon. Voilà. Donc voilà, coque et bacille. Les bacilles sont en forme de bâton et les coques sont en forme de ronde. Alors, il y a différents types de coques. Il y en a comme ça. 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 Et il y en a comme ça. Quelles sont les différences entre ces quatre modes de groupement? Celle-là, c'est une diplocoque. Diplocoque parce qu'il y a deux coques. Celle-là qu'on voit là, eh bien ça s'appelle un streptocoque. Les streptocoques, normalement si on en a, c'est pas bon. Celle-là, c'est un tétra. Et ça, là, qu'on a là, c'est un staphylocoque. Bon, après on a les diplocoques encapsulés, c'est-à-dire qu'on a on a les deux comme ça, en rajoutant la capsule. Donc c'est un encapsulé. Et on a les uns par-dessus les autres. Voilà. Qui s'appelle un sarcina. Bon, voilà. Mais bon, les plus importants c'est eux. Et en bacille, qu'est-ce qu'on a?
on peut avoir les cocobacilles. Alors qu'est-ce que c'est que les cocobacilles? Ce sont des bacilles mais plus arrondis. Ça s'appelle les cocobacilles. Après on a les bacilles en chaînette qui forment des chaînes. On peut avoir, ça c'est en chaînette, on peut avoir des diplobacilles. Les diplobacilles, on va les faire là, c'est 2. On peut avoir en palissade. En palissade, c'est comme ça. Et en dernier, on peut avoir aussi en bacille tout simplement. Voilà. Donc je répète. Coque, dipocoque, staphylocoque, ouais, streptocoque, staphylocoque, tétracoque, cocobacille, palissade, enchaîne, diplo. Donc voilà les différents arrangements et modes de groupement. Après, on va voir leur mobilité. Alors, leur mobilité, comment elle marche? On a deux types, on a les monotriches et les péritriches. Et c'est des scialures, normalement. Oui, c'est ça. Ce sont des ciliatures monotriches ou des ciliatures péritriches. Alors, il faut savoir que la mobilité, on l'étudie qu'en état frais. Parce que si les bactéries sont mortes, on ne peut pas les étudier comment elles bougent. D'accord? Alors, quelle est la différence entre monotriche et péritriche? Monotriche, c'est qu'elles ont la mobilité est rectiligne. Pourquoi elle est rectiligne? Parce que si on prend par exemple un bacille, il faut savoir que aussi c'est que les bacilles qui peuvent bouger, hein, c'est pas les coques. Et par exemple, un bacille qui est monotriche, il aura cette chose là que vous mettrez en commentaire comment ça s'appelle. Ça commence par un F, d'accord? FL, d'accord? Ça commence par un FL, d'accord? C'est F. Bon, je vous le dis parce que je vous le dis. Ce petit truc là, ça s'appelle un flagelle, d'accord? Le truc qui sert à faire disparaître, ça s'appelle un flagelle. Donc il faut savoir que grâce à ce flagelle, la bactérie aura un sens d'orientation rectiligne. Alors que le péritriche, avec son flagelle, il n'aura pas de sens bien défini et il sera très lent et sans direction précise. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Je ferai une partie 2 et même une partie 3 ou 4. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine fois que je fais une vidéo sur ça, on parlera de la coloration de grammes, des tests enzymatiques et comment caractériser un milieu. Et on parlera aussi des antibiogrammes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un petit pouce bleu et à activer la cloche de notification. Allez, je vous laisse sur cette magnifique image de mobilité. Allez, peace!